À son arrivée, le football est d'abord un loisir réservé à l'élite coloniale. Pour la jeunesse tunisienne, il a le goût de l'interdit et bientôt celui de la revanche. Le premier club qui a été fondé en Tunisie l'a été en 1906. Je crois que c'est le Racing Club de Tunis. Il y avait le Stade Gaulois, il y avait l'Avant-Garde, il y avait la Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, rien à voir avec notre histoire authentiquement nationale. Les rares Tunisiens qui faisaient leurs études dans les établissements secondaires se sont initiés au football avec leurs camarades français ou italiens. Et c'est comme ça que le football a débuté pour nous. Le sport entre par l'école, arrive chez les élites, avant de redescendre dans la population. Donc c'est un mouvement extrêmement long et extrêmement tardif. Ce qui permet de penser que le sport ne rentre finalement que de façon subversive. Déjà, cette évolution, au départ, elle ne rencontrait pas une adhésion particulièrement voyante de la part des milieux traditionnalistes qui déjà voyaient tout ce qui venait de l'étranger comme peut-être assez suspect. La Tunisie était alors sous un régime colonial sévère. Au lendemain de la guerre, le régime ici en Tunisie s'est encore plus durci. Lorsque les soldats tunisiens qui ont combattu pour la France sont rentrés en Tunisie, ils ont été admis dans quelques clubs ici et là. Bien sûr, ils étaient toujours en minorité. Et un beau jour, il y a eu cette nécessité d'avoir un club purement musulman qui s'est manifesté. Et c'est de là qu'est née l'Espérance. Tout cela s'est déroulé dans un contexte de rivalité ethnique, religieuse, politique. En 1917, un affrontement au stade de Tunis entre juifs et musulmans dégénère en émeute urbaine. Les autorités coloniales françaises soumettent la reprise des matchs à la création d'une équipe mixte réunissant les deux communautés. 3 jeunes Tunisiens de 18 ans, menés par Mohamed Zouaoui, s'y opposent. Alors ces jeunes-là, justement, s'étaient retrouvés dans un café pour discuter de la création de ce club-là. Ils ne savaient pas du tout comment procéder. Et ils n'avaient pas envie d'appeler l'Espérance comme la plupart des clubs du monde. Football club, racing club, athlétique, etc. Ils avaient envie de choisir un nom générique qui soit puissant et qui soit beau. Et ils ont eu la chance justement de se retrouver dans le café de l'Espérance, aux portes de la Médina. Et l'un d'entre eux s'est exclamé, il s'est dit « Mais pourquoi ne pas choisir le nom d'Espérance ?» C'est une notion qui est magnifique, qui est superbe et qui exprime parfaitement nos besoins. Les difficultés ont commencé immédiatement. Parce qu'il fallait rédiger des statuts, il fallait se conformer à une réglementation qui existait à l'époque et qui prévoyait que ces équipes devaient être présidées par un Français. Les 3 jeunes acceptent pour commencer la présidence du Français Louis Montassier. Mais 6 mois après l'agrément, ils s'en débarrassent au profit de l'avocat tunisien Mohamed Malki, puis du docteur Zouiten. Ainsi, en 1919, naît avec l'Espérance sportive de Tunis la première véritable équipe nationale. Lorsqu'elle est arrivée à se battre et lorsqu'elle a commencé à gagner ses premiers matchs, il y a eu un mouvement de sympathie énorme qui s'est greffé autour du club et c'est ce qui a fait sa notoriété. Tout le monde est devenu espérantiste parce que l'Espérance jouait ce jour-là contre le Stade Gaulois ou le Racing ou l'Italie ou qu'elle a enlevé un titre, etc. Par conséquent, c'est un réconfort national que les populations ont vécu tout au long de cette épopée. Indépendance, le mot est lâché. Il est dans toutes les têtes. L'Europe est sortie affaiblie de la Seconde Guerre mondiale et les métropoles ont prouvé leur fragilité. Elles jugulent de plus en plus difficilement les aspirations des peuples. En Asie, les nations se libèrent. Dans le même temps, la passion du ballon rond s'enracine en Afrique. Le football n'est plus la seule affaire des Blancs.
Le terrain devient le lieu d'expression des nationalismes. Au sein des clubs et associations sportives autorisées par les colons, les leaders indépendantistes trouvent un abri politique et un public conquis. Le ballon rond se retourne contre l'occupant. Même les leaders du mouvement national ont rejoint l'Espérance. En 1931, le père de l'indépendance tunisienne a été membre du comité directeur de l'Espérance avec son frère qui était secrétaire général et lui était vice-président. Si le président Bourguiba, le leader de l'indépendance, a éprouvé le besoin de s'intégrer à l'Espérance parce que qu'il avait déjà mesuré toute l'importance et que cela pouvait avoir pour le mouvement national de canaliser une association extrêmement populaire. Parce qu'entre-temps, bien sûr, toute la population tunisienne s'est intéressée au football.